Bienvenue dans le débat Faire croiser bilan de l'an 2 du gouvernement de Patrice Talon. La rupture au crible du présimètre. Vous l'avez suivi la semaine écoulée, les organisations de la société civile sont montées au créneau pour apprécier les 198 projets les 198 projets qui servent de socle, de pilier, de fondement au programme d'action du gouvernement Patrice Talon. Ces organisations, bien évidemment, l'ont apprécié au crible, bien évidemment, d'un instrument appelé le présimètre. Alors, qu'entend-on par présimètre? On le saura au cours de ce débat Faire croiser. Lequel débat réunit sur ce plateau M. Franck Pochema. Il est membre de la plateforme des organisations de la société civile. En face de lui, on retrouve un analyste politique et communicant, Laurent Delors-Faton, qu'on ne présente plus. Bonjour, M. Pochema. Bonjour, chers confrères. Et merci de votre disponibilité. Ouais, bonjour téléspectateurs de DEN TV. C'est vrai qu'ici, on ne vous retrouve pas avec votre casquette de professionnel des médias, mais beaucoup plus en tant que membre des organisations de la société civile. L'année passée, de cette plateforme. On était ici en mai pour pouvoir décortiquer un peu l'état de la liberté de presse. N'est-ce pas? En 2017, tellement qu'on va refaire le même exercice. On le fera, rassurez-vous. Bonjour, M. Faton. Bonjour, M. Loris. Et merci d'y être. C'est un plaisir renouvelé. Alors, je démarre par notre cher ami Franck Pochema. Vous étiez de la partie de cette sortie de la plateforme, cette sortie qui a réuni différents membres de la plateforme des organisations de la société civile la semaine écoulée. Au menu, c'était le présimètre. Et ce présimètre qui a été l'instrument pour apprécier les 198 projets du programme national du gouvernement Patrice Talon, le PAG. Alors, comment définissez-vous d'abord cet outil, le présimètre? Bon, le présimètre, c'est peut-être un nouveau mot qui est rentré dans notre vocabulaire depuis un an maintenant. Rappelez-vous, le 6 avril 2017, nous avions fait cet exercice, nous avons fait une sortie pour lancer officiellement l'évaluation qui a été faite sur la promesse électorale du président de la République. Vendredi dernier, encore 6 avril, nous avons fait l'an 2 de cette évaluation. Donc le présimètre peut être un peu défini comme l'évaluation citoyenne des promesses électorales d'un candidat ou du candidat devenu président de la République. Ce présimètre a commencé par s'imposer un peu pour nous parce que nous avions travaillé au niveau de la société civile pour pouvoir suivre les candidats, suivre les promesses des candidats, suivre la présidentielle de 2016. Et nous avions remarqué à cette occasion que les 5 candidats premiers venus en tête, les 5 premiers candidats, pour la plupart avaient vraiment battu campagne sur leur projet de société. C'était un fait nouveau dans l'histoire politique de notre pays, l'histoire politique récente bien sûr. Nous n'étions pas aussi habitués à une campagne basée. Les candidats passaient, parlaient, promettaient, mais pour une première fois, il y avait des documents mis à la disposition du public, des électeurs, des documents qui étaient téléchargeables sur Internet, qui étaient imprimés, édités, qui permettaient à nous tous, même si nous reconnaissons qu'au Bénin, il y a beaucoup plus d'analphabètes, mais le peu de lettrés avaient à disposition ces documents des 5 premiers candidats. Et l'autre fait marquant également, pour la première fois, nous avons pu soumettre les 2 premiers venus en tête à un face-à-face. Et ce face-à-face a été organisé sur la base des projets de société de ces 2 candidats venus en tête. Donc, pour nous, au niveau de la plateforme, nous étions convaincus qu'il était utile de ne pas s'en arrêter là, d'innover également, d'accompagner ces innovations en mettant en place un cadre qui permette de suivre les promesses du candidat qui a été finalement élu. Et des voix se sont élevées également pour demander à la société civile, à la plateforme, de ne pas s'en arrêter là, de continuer par assurer la veille pendant la période entre les 2
entre deux élections présidentielles. Donc c'est ça qui a conduit à garder le cap jusqu'à maintenant. Nous l'avons fait l'année passée, nous l'avons fait cette année, nous le ferons également à l'occasion de l'an 3. Et nous avons parlé de présimètre et non de talomètre parce qu'il ne s'agira pas seulement d'évaluer le président qui est là aujourd'hui. C'est un système qui a été mis en place qui sera perpétré si le président Talon revenait en 2021 ou si c'est quelqu'un d'autre. Nous allons toujours continuer par faire la veille citoyenne sur les promesses. D'autres mandats seront soumis aussi. C'est pour ça que lorsque vous allez sur les sites, pour une première fois également, nous avons lancé cette année, au-delà du rapport, nous avons lancé le site. Et donc il est loisible dans 3-4 ans de voir au-delà du président qui était là, qui a été, celui qui est là, on pourra cliquer là-dessus pour voir ses promesses et le niveau d'exécution de ces promesses-là. Très bien. On va revenir tout à l'heure aux résultats du présimètre. Laurent Delors-Faton, vous avez lu. Comment appréciez-vous le présimètre? Il faut dire que, en tant qu'observateur, j'ai constaté que c'est une innovation et qui a une valeur, je dirais, inestimable. Et si par le passé, un tel baromètre avait existé, je pense que la gouvernance dans notre pays aurait connu une amélioration qualitative. Parce que les gouvernants, qu'ils soient d'aujourd'hui ou de demain, auront toujours besoin de la veille citoyenne, de la pression populaire pour mieux faire. Parce qu'un gouvernement ou bien un chef de l'État est entouré de beaucoup de partisans et de courtisans. Des gens qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels et qui cherchent par tous les moyens à s'en remplir les poches pleines. Et si à côté des gouvernants, il n'y a pas une dynamique qui fasse la pression, qui demande des comptes, qui les rappelle chaque fois à l'ordre, on ne pourra pas obtenir une bonne gouvernance. Et c'est ce qui se passe dans les pays développés. Et c'est heureux que dans notre pays, la société civile ait quitté sa posture de critique vaine ou bien de soutien inconditionné, parce qu'il faut qu'on clarifie, dans la société civile que nous avons au Bénin, l'histoire récente nous a montré qu'il y a certains qui ne jouent pas réellement le jeu qu'il faut jouer en tant que société civile. On a constaté quand même à une époque donnée qu'il y a des sociétés civiles qui sont du pouvoir, d'autres qui sont de l'opposition, et d'autres qui sont carrément dans leur rôle de société civile comme ce qui leur est demandé normalement. Alors si aujourd'hui ils se donnent une nouvelle orientation en voulant mesurer les actions posées par le chef d'un gouvernement au regard des promesses, c'est heureux. Mais ce que j'ai à craindre est que progressivement, cette société civile ne soit pas récupérée par les pouvoirs, parce qu'on a vu quand même, à des moments donnés, qu'il y a eu des glissements de sens, ce que je venais de dire tantôt. L'idéal est que la société civile reste toujours dans cette posture et que le présimètre reste et demeure vraiment le présimètre. Qu'on ne tombe pas dans des glissements de récupération politique. Parce que tout politique voudra quand même que la société civile, parce que ce baromètre qu'on a désormais a fait date. Et tout citoyen assoiffé de la bonne gouvernance et qui voudra quand même savoir ce qui se fait de mal. Parce que le peuple n'a pas les moyens que la société civile a. Le citoyen lambda n'a pas les moyens qu'ils ont. On n'a pas la visibilité qu'ils ont. On n'a pas l'expertise que cette société civile a. Et que cette société civile est venue pour aider le citoyen lambda à savoir réellement ce qui est fait. Alors si, à l'avenir, elle peut garder sa neutralité, son impartialité, pour que les présimètres qui seront faits soient vraiment des présimètres neutres, impartials, ce sera heureux. Et c'est une avancée démocratique que je loue et que je souhaite qu'elle se perpétue, comme l'a dit le président. Encore qu'en l'espèce, on ne reproche encore rien au présimètre. Je suis clair, on ne reproche encore rien, mais je crains qu'à l'avenir, pour le moment, on ne reproche encore rien, et je crains qu'à l'avenir, on tombe dans les travers, ce qui ne sera pas souhaitable. Eh bien, Franck Cochimin, revenons maintenant aux résultats du présimètre. Oui. Ou aux résultats issus. Oui. D'abord, il faut faire remarquer que de l'an 1 à l'an 2, nous avons essayé de faire ressortir une évaluation qui tienne compte des 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le rapport qui a été lancé le vendredi passé, vous pouvez le lire, le comprendre sans vous en référer au premier rapport. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça la méthode. Et il est heureux aujourd'hui de constater que, alors qu'à l'an 1, nous avions noté seulement 6 promesses tenues sur les 198,
À l'an 2, nous constatons, à la lecture du travail qui a été fait, que ça passe de 6 à 33. Donc, sur les 198 promesses du candidat, 33 ont pu être déjà réalisées, soit un pourcentage de 16%. Réalisées ou abordées? Réalisées, parce que nous avons classifié les promesses en 4 grandes classes. Donc, il y a les promesses tenues, les promesses non tenues, les promesses enclenchées, les promesses non enclenchées. D'accord. Donc, quand nous prenons les promesses tenues, nous étions le 6 avril 2017 à 6 promesses tenues. Aujourd'hui, nous avons réalisé que le gouvernement a pu réaliser 33 sur les 198, soit au total 16% de promesses effectivement tenues. Pour les promesses non tenues, nous avons constaté au total que 9 promesses n'ont pas été tenues. Ce que nous appelons promesses non tenues au niveau de la plateforme, ce sont ces promesses qui avaient des dates précises de réalisation dans le projet de société des candidats, des dates précises, c'est-à-dire on dit par exemple, si je suis élu président 6 avril, je prête serment en 2016, le 6 avril 2017, j'aurais déjà fait 6. Donc c'est ça, nous mettons dans promesses non tenues. Et nous mettons également dans promesses non tenues les promesses, les réalisations contraires à la promesse tenue. Oui. Quand nous prenons l'exemple du secteur de la magistrature, le candidat avait dit, dans le secteur de la magistrature, nous allons faire une refonte du Conseil supérieur de la magistrature de sorte à réduire l'influence du chef de l'État sur cet appareil. Nous avons constaté que c'est le contraire qui a été réalisé, où on a, au lieu de réduire l'influence de l'exécutif, on a plutôt voulu y mettre des représentants des membres du gouvernement, des ministres, ce qui est totalement contraire à la promesse qui a été faite. Donc c'est cette promesse-là, ces réalisations que nous classons dans promesses non tenues. Donc au total, nous observons à la date du 28 février 2018 que 9 promesses sont non tenues, soit ça fait 4% des 198 promesses à réaliser. Très bien. Si on doit venir un peu dans notre secteur, au niveau du secteur des médias par exemple, le candidat a promis de défiscaliser les activités de presse, mais rien n'a été fait de ce côté-là depuis. Rien, totalement rien. Non enclenché. Donc on parle là de problèmes non enclenchés. Donc au total, sur les 198, 42 promesses sont non enclenchées. 42 promesses sont non enclenchées. Et enfin, les promesses enclenchées font au total 114, soit 57% sur le total de 198. Donc 57% de promesses sont enclenchées à la date du 28 février. Enclenchées, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un début, qu'il y a des actions qui ont été menées, mais qu'on n'a pas encore abouti au résultat escompté. Il y a des prémices. Voilà. Mais on attend encore les résultats. Oui, Laurent Delors-Faton. Quand j'ai lu, parce que j'ai téléchargé le rapport et je l'ai lu, il faut dire, je l'ai dit au début, c'est une innovation, c'est une prouesse, mais j'aurais voulu que le rapport aille un peu plus en profondeur les années à venir. Je prends un exemple simple, quand on parle de la qualité des promesses tenues par exemple. Si une promesse a été tenue, elle a été tenue par rapport à quoi? Est-ce que la promesse tenue, est-ce qu'elle répond à la qualité qu'il fallait? Je prends juste un exemple simple. Si on veut construire une infrastructure routière, et si on l'a construite, selon quelle norme l'a-t-elle été construite, ou bien est-ce qu'on l'a réellement construite comme il fallait? Il n'est pas suffisant seulement de dire qu'une route, on devait construire une route, mais on l'a construit la route. Mais est-ce que la route a été bien construite? Est-ce que la route a été construite en tenant compte du budget préétabli? Parce qu'elle répond aux aspirations des citoyens réelles. Non, elle répond même à la promesse, mais parce que la promesse n'est pas seulement nominative, elle a aussi des qualités ou bien des caractéristiques. Est-ce que les caractéristiques de la promesse ont été tenues? Il aurait fallu qu'on progresse dans ce sens. Quand on parle des promesses enclenchées, c'est bien. On peut enclencher une promesse. Je prends juste un exemple. Il y a de cela 1 an ou bien 1 an et demi, en conseil des ministres, on a dit qu'on allait faire la route Porte-Novo-Saint-Mekpoudi. Le conseil des ministres l'a dit. Mais à ce jour, ça n'a pas commencé. Est-ce que, parce qu'on a dit qu'on a enclenché, je dis Saint-Mekpoudi Porte-Novo, c'est différent de la route. C'est différent de la route. Mais le conseil des ministres l'a dit. Est-ce que quand on l'a dit, est-ce qu'on l'a commencé? Si on l'a commencé, est-ce que le délai contractuel, le délai dans lequel on devrait le réaliser, est-ce qu'on l'a fait? C'est des innovations que j'aurais voulu, parce que cet outil sera désormais le baromètre
dont tout le peuple béninois sera fier, eh bien, devra quand même recourir pour savoir ce qu'il fait réellement et chercher à faire la pression sur le gouvernement afin qu'il puisse gouverner mieux. Et quand on parle des promesses non tenues, ou bien les promesses, j'ai fait des observations en 2 ans de gouvernance. Il y a des promesses, des actions fortes qui n'ont jamais été promises, mais qui ont été réalisées. Je prends un exemple simple. Quand vous lisez le PAG, vous allez voir que dans le PAG, c'est nommément cité la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Où le président, ou bien le gouvernement a dit dans le PAG qu'ils vont renforcer et former et recruter de nouveaux personnels et équiper la gendarmerie et la police. On n'a jamais dit dans le PAG qu'on allait faire la police républicaine. Aujourd'hui, nous avons la police républicaine. Je ne sais pas de quand nous parlerons des avantages que la police républicaine apporte. Mais ça n'a jamais été une promesse électorale et le PAG n'en a jamais parlé. Et si le PAG n'en a pas parlé, qu'Odo le réalise, j'aurais voulu que de manière beaucoup plus claire et de beaucoup plus incisive, le rapport cite les grands aspects. Parce que cette réforme au niveau de la police républicaine a été l'une des réformes majeures que le pouvoir a opéré. Alors qu'elle n'a jamais été une promesse, elle n'a jamais été nécessairement dans le PAG. Et quand je viens aussi au PAG, il y a 2 catégories d'actions au niveau du PAG. Il y a les actions en cours et les nouvelles actions. J'aurais voulu que le rapport nous clarifie un peu ce concept parce que les actions en cours sont les actions en cours, des actions démarrées avec le régime passé et que le régime actuel est venu poursuivre. Et il a fallu qu'on nous dise, par rapport aux nouvelles actions réellement enclenchées par le gouvernement, il a fait ci, et par rapport aux actions anciennes, existantes, est-ce qu'il a pu les réaliser selon les caractéristiques, ou bien selon le cadrage inscrit par le nouveau régime, ou bien est-ce qu'il a perfectionné ces actions nouvelles? Parce que si vous lisez le PAG, vous allez voir que c'est classifié carrément nouveau et en cours. J'aurais voulu que le rapport prochainement tienne compte pour que nous puissions avoir plus de visibilité, plus de facilité à lire et à comprendre réellement ce qui se fait. Et aussi, parce que là j'ai dit, hein, c'est une innovation que personne ne peut contester. Nous sommes les intellectuels, nous sommes à peine 30% dans le Bénin. J'aurais voulu que ce rapport soit beaucoup plus rendu accessible au bas peuple du Bénin. Ce n'est pas qu'on par les documents écrits. J'aurais voulu que ça ne reste pas seulement à Cotonou, que vos sorties médiatiques ne restent pas seulement à Cotonou, mais que vous allez vers les radios communautaires. Et que dans nos langues, sur les radios ou bien les émissions en langue sur les médias audiovisuels, qu'on puisse en débattre profondément. Que les OSC se donnent la peine de faire comprendre au peuple béninois ce qui a été fait en 2 ans, avant que les acteurs politiques ne récupèrent pour faire le travail qu'ils doivent faire. Ce sont quelques observations que je tiens à faire d'abord par rapport à ce qui a été fait. Je voudrais bien croire que Franck Potiemé a pris bonne note des suggestions. Oui, ces propositions qui sont des propositions très intéressantes, mais la plupart ont été prises en compte dans le cadre de notre rapport numéro 2. C'est pour ça que je voudrais inviter notre ami collègue à prendre le temps pour relire le document. C'est un document d'environ 200 pages. Oui, de plus de 200 pages. D'abord, sur la proposition relative à la comment on appelle, dissémination du rapport dans nos populations, on a commencé un peu. On a une collègue, Madame Blanc Yaya, qui était sur une émission de Radio Bénin à la FIA, en langue con, ce week-end par exemple. Et il y aura beaucoup d'autres émissions. Donc je voudrais vraiment profiter pour inviter les bonnes volontés qui sont du pays ou qui sont de la diaspora, les partenaires, à nous appuyer pour que nous puissions effectivement avoir les moyens d'aller vers les populations pour mieux disséminer le rapport à l'intérieur du pays. Par rapport aux promesses qui n'étaient pas contenues dans le PAG, c'est dedans. Nous avons relevé par exemple 27 promesses qui n'étaient pas dans le PAG. Et on a travaillé là-dessus, tout est dans le rapport. Mais dans les actions en cours, je ne crois pas qu'on ait insisté précisément sur les actions en cours avant le 6 avril 2016. Mais toujours est-il que les promesses, les réalisations qui n'étaient pas dans le PAG, qui n'étaient pas dans le projet et qui sont revenues dans le PAG, nous avons insisté sur ça à part. Donc la police, l'élément sur la fusion de la police, c'est bien détaillé dans notre rapport, c'est précisé. Par rapport à la qualité des promesses, nous avons réservé une colonne aux impacts. Oui, j'ai lu les impacts. Voilà, les impacts, surtout les impacts sociaux.
Parce que le tout ne suffira pas de faire des réalisations. Qu'est-ce que ces réalisations apportent au changement des Béninois? C'est important. Il y a des commentaires là-dessus. Et nous avons fait également des recommandations pour pouvoir proposer que le gouvernement puisse améliorer, créer des espaces d'amélioration de ce qui est fait jusque-là. Donc, c'est des remarques pertinentes. Certaines sont prises en compte déjà dans le document. Pour celles qui ne sont pas dedans, je crois que nous allons en tenir compte. C'est pour ça que sur le site, il y a une fenêtre qui est réservée pour les observations, pour nous permettre d'améliorer le rapport. D'accord, d'accord. Laurent Delors-Faton, vous faites déjà bien de reconnaître le bien fondé, l'opportunité du présimètre qui intervient dans un contexte où la nomination de certains cadres de cette plateforme suscite et inspire davantage leurs détracteurs. Franck Pochemin, quels impacts auront-ils, enfin ces résultats auront-ils sur les gouvernants? Bon, déjà, il faut déplorer que quand nous avions réalisé le premier rapport en avril 2017, nous avons tenté la plateforme a tenté de rencontrer le chef de l'État pour le lui remettre officiellement. Cette demande n'a jamais connu une bonne suite. Donc, c'est à déplorer. Et nous voudrions souhaiter que cette fois-ci, que les portes du palais soient ouvertes pour nous permettre d'aller repréciser, parce que le chef n'a pas toujours le temps de tout lire. Et ceux qui rapportent au chef, peut-être pour des raisons que nous ne sommes pas toujours censés maîtriser, pourront faire des rapports orientés. C'est pour ça que nous souhaitions que le chef d'État puisse nous recevoir pour que nous lui présentons. En 30 minutes, nous avons déjà présenté un bref résumé. Oui, un bref résumé, qu'il puisse poser des questions aussi pour mieux comprendre la philosophie dans laquelle nous évoluons. Toujours est-il que nous pouvons croire qu'il y a un écho favorable du moment où, selon le rapport 2, nous constatons que de 6 promesses tenues, que nous sommes maintenant à 33. Ça veut dire que ça avance positivement dans le cadre de la réalisation des promesses électorales. Et que quand nous serons en train de faire le rapport 3 dans un an, que peut-être nous serons déjà à 50% de réalisation. C'est très important que vous ayez ce retour parce qu'il ne servira à rien de faire ce travail sans que le chef, enfin je dirais la personne principale concernée ne soit au courant des précisions ou de l'essentiel de votre travail. C'est la promesse du candidat. Ce n'est pas, aujourd'hui le gouvernement compte, ce n'est pas en son sein des candidats, des candidats à la présidentielle, des challengers du candidat talent. Donc ce n'est pas la promesse de cet ensemble que nous évaluons. Nous évaluons les promesses du candidat Patrice Talon, du président Patrice Talon. Donc c'est important que nous puissions échanger avec lui pour expliquer cette innovation et besoin d'avoir des moyens pour nous permettre d'approfondir la fois prochaine sur les éléments techniques qu'a souhaité notre collègue sur le plateau. Très bien. Laurent Delors-Faton, ce débat s'en va finir. Je suis sûr d'une chose, le chef de l'État et le gouvernement a pris acte du rapport parce que j'étais hier quelque part sur un plateau avec la communication de la présidence et qui, pour commencer le débat, n'a commencé que par le rapport. C'est-à-dire qu'ils en ont pris acte. L'essentiel est qu'ayant pris acte du rapport, qu'ils suivent aussi les recommandations et qu'ils ne fassent pas juste de la récupération d'un rapport pour la forme, mais que les recommandations faites soient aussi appliquées afin que la gouvernance que nous avons aujourd'hui puisse s'améliorer. Parce que c'est de l'autorité publique que la gouvernance actuelle ferme les oreilles aux revendications, bien aux cris de détresse de la population. L'idéal est que ce rapport le serve parce que le serve quand même de moyens de prise en compte de l'aspiration populaire par rapport à ce qui se fait. Parce que le rapport a été clair sur les impacts des promesses tenues sur les conditions sociales de la population n'est pas visible et qu'il faudra y travailler. Et tout le monde sait que le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est à ce niveau. On réalise des choses, on fait beaucoup d'actions, mais on n'arrive pas à avoir les impacts sur la vie sociale du pays. Et c'est heureux que la société civile ait ressorti ce même aspect. L'idéal est que les jours à venir et les 3 années qui nous restent, on puisse agir en ce sens pour que le peuple béninois se sente davantage mieux et qu'on ne regrette pas un mandat parce que une journée de perdu par un gouvernement, c'est une perte pour toute la nation béninoise et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et je souhaite vivement que la société civile reste toujours dans cette dynamique et qu'elle approfondisse le rapport et que ce rapport devienne désormais le baromètre que tout béninois
sera contraint de lire pour pouvoir apprécier ce que les gouvernants font dans ce pays. Et que cette plateforme des OSC tente d'entrer davantage, d'aller au contact des citoyens, du Bénin profond, comme on se plaît à le dire. Franck Pochemin, votre mot de fin. Oui, nous devons rester dans le sillage des impacts sociaux pour dire que notre rapport a révélé un sentiment mitigé concernant les impacts sociaux. Vous prenez par exemple le domaine de l'agriculture. Les cotonculteurs sont contents aujourd'hui. Mais quand vous prenez ceux qui sont dans le secteur de l'anacarde, ils ne sont pas contents, par exemple. Parce qu'il y a de nouvelles tasses. Et c'est pour ça que dans les recommandations, nous avons insisté sur le fait qu'il y ait dans notre pays désormais une fiscalité de développement et non un développement de la fiscalité. Nous avons enregistré beaucoup de nouvelles tasses avec le régime qui est là. Et ce n'est pas des situations qui permettent aux populations d'être contentes. Quand vous demandez trop. Donc nous sommes prêts à contribuer, les populations sont prêtes à contribuer pour le développement. Mais il ne faut pas non plus qu'elles soient asphyxiées. Ouais. Donc de nouvelles tasses dans le secteur de l'agriculture, précisément dans le secteur de l'anacarde, on ternit un peu l'impact social positif qui aurait pu être observé dans le secteur de l'agriculture. Quand on sait que pendant ce temps, il y a des mesures spéciales d'accompagnement pour les cotonculteurs. Lorsqu'on dit par exemple que pour dans le domaine foncier, on a fait, comment on appelle, on a supprimé des taxes, comment on appelle ça? On a, les taxes sur le foncier? Oui, sur le foncier par exemple. Ça n'a pas un grand impact par rapport à lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a une nouvelle taxe de 30 000 francs à payer au moins sur les véhicules. Vous voyez? Donc, il faut que le gouvernement sache, tout en demandant la contribution des citoyens, sache demander pour que le social prime sur toutes les réalisations du gouvernement. Donc, les résultats actuels ne sont pas encore transmis au chef de l'État? Donc, nous avons procédé le vendredi passé au lancement officiel, à la mise en ligne du site. Et nous allons maintenant, c'est à nous de demander. D'accord. Donc nous allons demander, comme on l'a fait l'année passée, sans suite, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons demander à nous voir rencontrer le chef de l'État pour pouvoir lui transmettre. Si le chef d'État est occupé, bon, il voudra bien nous orienter vers un de ses ministres, un ministre d'État, et nous allons transmettre les résultats pour discuter et accompagner. C'est notre contribution au développement de cette nation. C'est une très belle œuvre que font les membres des OSC. Merci Franck Pochemin pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme des organisations de la société civile. En face de vous, il y avait Laurent Delors-Faton, analyste politique et communicant. Outre cette casquette, j'ai eu à le dire à l'entame, vous êtes le président de l'UPMB. Et déjà, je sollicite une invitation pour le 3 mai pour pouvoir venir parler de l'état de la liberté de presse au Bénin. D'accord. Nous allons nous faire le plaisir de remonter, voyez-vous, cette doléance, cette demande. Et vous aurez une suite, rassurez-vous. Merci. Merci à vous. C'était le débat à faire croiser.